Retour en direct ici au Centre universitaire méditerranéen, ici à Nice, une semaine après l'attentat, une semaine après le confinement. Une émission spéciale depuis ce matin que nous avons débutée avec le président de la métropole et maire de Nice, Christian Estrosi, avec nos deux grands témoins, Nicolas Bouzou et le professeur Carlos Moreno. Et pour conclure cette matinée, nous souhaitions parler bien sûr du rôle de l'ATEC. La tech, est-ce le moyen, est-ce le sauveur pour faire face à ces nombreuses crises, que ce soit crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise climatique? On va en parler avec notre invité. Merci au ministre Cédrico d'être avec nous en direct. Merci Monsieur le ministre. Voilà, la tech sauvera-t-elle le monde? On va vous présenter nos invités. Ici, tout d'abord, depuis Nice, Anthony Boré, le premier adjoint au maire à la ville de Nice. Merci Anthony Boré d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Nos autres invités, donc Nicolas Bouzou, que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, avec lequel nous parlerons bien sûr du rôle de la tech dans le plan de relance et dans France Relance. Un entrepreneur, Frédéric Montagnon, qui est le président notamment d'Ariane Project, mais dont on connaît beaucoup, Frédéric, tout son parcours, notamment aux États-Unis et en France, un rôle moteur dans la French Tech. Ici, donc, Laurence Bottero qui animera cette table ronde, mais nous avons aussi en direct des licornes, puisque d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, nous pourrons annoncer une très bonne nouvelle auquel vous avez participé, Monsieur le Ministre, une très bonne nouvelle pour l'Europe, pour la France, mais nous gardons cette nouvelle à la fin de cette émission. Et donc pour cela, nous avons Ludovic Lemoine, le patron de Sigfox, et enfin David Gurlet de Symphonie. C'est à vous, Laurence. Merci Jean-Christophe. La tech sauvera-t-elle le monde? Alors aujourd'hui, la question peut paraître un peu provocante parce qu'on sait que ce qui va sauver le monde, c'est peut-être plutôt un vaccin. Néanmoins, la tech a quand même joué un rôle. On l'a vu dans le premier confinement. Tout ce qui a été outils numériques, entreprises numériques s'en sont sortis beaucoup mieux que les entreprises traditionnelles. On arrive dans un deuxième confinement où on voit une espèce de fronde contre l'e-commerce en mettant Amazon au milieu d'autres startups qui font du e-commerce. Donc il y a aussi une espèce d'amalgame qui se fait autour du méchant numérique, en sachant que le numérique est plutôt un outil plus qu'une fin en soi. C'est vrai que nous avons avec nous des licornes et peut-être sur le thème d'abord de la tech sauvera-t-elle le monde, j'ai envie d'abord de poser la question à l'économiste qui a un peu le regard du dessus sur ce sujet-là. Alors, oui, moi je pense que les technologies sont une promesse de progrès absolument extraordinaire et notamment dans le domaine de la santé, qui est le sujet qui nous occupe le plus aujourd'hui. On voit bien qu'on fait des avancées considérables grâce au numérique en matière de téléconsultation, de télésurveillance. Alors télésurveillance, le terme n'est pas très beau, il ne s'agit pas de surveiller les gens, mais il s'agit de mettre en relation des gens qui portent des dispositifs médicaux comme des pacemakers et de leur permettre d'être en contact permanent avec des centres de soins. Et puis, de façon plus générale, vous évoquiez la question du vaccin, mais le vaccin tel qu'on le fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément le vaccin tel qu'on le faisait à la fin du 19e siècle. Ce sont des techniques de recherche et développement et de production qui empruntent au numérique, à l'intelligence artificielle, parfois aux imprimantes 3D, aux nanotechnologies. Et donc, c'est toute cette convergence technologique qui est une promesse aujourd'hui absolument extraordinaire. Et alors, si je voulais être un peu provocateur pour lancer le débat, je dirais non, mais y compris pour nos commerçants. On a beaucoup, ces derniers temps, opposé le e-commerce et le commerce traditionnel. Et on a beaucoup, ces derniers jours, opposé Amazon aux autres types de commerçants. Mais moi, je pense que l'avenir du commerce, c'est d'intégrer évidemment les outils numériques. Et d'ailleurs, le plan de relance aide à ça. Hein. Je le rappelais dans une autre table ronde, il faut vraiment que nos amis entrepreneurs aillent chercher les dispositifs du plan de relance qui leur permettent d'être aidés pour intégrer le numérique, par exemple, dans leur process de distribution. Et pour terminer d'être provocateur, Amazon. Alors Amazon, évidemment, c'est l'une des entreprises qui a le plus profité de la crise. Vous regardez, on a eu les résultats du troisième trimestre, là, il y a quelques jours. On a bien vu qu'en termes de chiffre d'affaires, de résultats, c'est une entreprise qui emporte tout parce que ces entreprises, ces fameux GAFA, alors c'est quelque chose qui souvent est mal compris, mais fonctionnent avec des rendements croissants. Ça signifie que plus elles sont grandes, plus elles sont efficaces.
Donc c'est pas du tout, j'entends parfois faire le parallèle avec les grandes entreprises pétrolières qu'on avait démantelées au début du XXe siècle. C'est pas du tout la même chose. Les grandes entreprises pétrolières, quand elles grandissaient, au fond, elles spoliaient d'une certaine façon le consommateur. Là, Amazon, c'est bien notre problème d'ailleurs, c'est que quand elle grandit, eh ben, elle est encore plus efficace et les gens, ils aiment encore plus Amazon. Ils ne le disent pas parce qu'on ne peut pas le dire en France, mais ils consomment encore plus sur Amazon. Mais faisons du judo avec Amazon. Plutôt que de s'opposer à cette entreprise qui apporte un certain nombre de satisfactions aux consommateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Sensibilisons nos artisans, par exemple, au fait qu'ils peuvent utiliser aussi cette entreprise pour faire de la distribution dans une période qui est une période extrêmement compliquée. Donc, vous voyez, moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à utiliser aujourd'hui ces technologies pour, au fond, se moderniser et notamment moderniser nos commerces. C'est ça l'enjeu de la période. Cette crise, elle est dramatique, elle est atroce. La France traverse des moments comme elle n'a jamais traversé depuis 8 décennies. Donc nous sommes dans une période qui est une période historiquement difficile pour nous. La seule chose qu'on peut se dire, c'est essayons de profiter, entre guillemets, de cette crise pour aller de l'avant, pour se moderniser, pour faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire auparavant. Parce que si on ne fait pas ça, on n'aura eu que les effets négatifs de la crise. Et les effets négatifs de la crise, ils sont colossaux. Donc on n'aura eu que ça. Donc c'est nul. Donc il faut essayer de se dire, notamment dans le domaine du commerce, investissons, que nos commerçants investissent dans le numérique, qu'ils utilisent Amazon, là je pense en particulier aux artisans quand ils peuvent l'utiliser, et essayons de sortir un peu plus fort après cette crise qu'au moment où on y est rentré. Monsieur le ministre, j'écoute ce que dit l'économiste Nicolas Bouzou. Est-ce que la France est un pays de tech finalement ? Est-ce que la France est suffisamment un pays de tech ? Il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Est-ce que la France est un pays de tech ? Oui, évidemment, dans la mesure où je pense que les ingénieurs français, les chercheurs français et les entrepreneurs français dans la tech sont parmi les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, quand vous regardez qui sont les dirigeants, quelle est la nationalité des dirigeants, par exemple, de ceux qui pilotent les projets ou les divisions intelligence artificielle dans les grandes entreprises américaines du numérique, ce sont des Français. Si vous regardez une licorne américaine, en tout cas dont le siège est aux États-Unis comme Symfony, et qui a beaucoup de salariés à Nice, mais vous constaterez que c'est un Français avec un petit accent qu'il a pris depuis son implantation aux États-Unis, comme vous le verrez, mais c'est un Français. Donc, en termes, c'est très important de le dire parce que la bataille pour la tech, la bataille pour avoir les meilleures entreprises de la tech, c'est d'abord une bataille pour l'intelligence humaine. Et donc, si on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs salariés et codeurs, on aura les meilleures entreprises. Aujourd'hui, enfin jusqu'ici, on avait un problème, c'est que ces entrepreneurs avaient tendance à partir aux États-Unis pour se réaliser. Mais ce paradigme est vraiment en train de changer. On le voit d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans, et donc c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que la France est un pays de tech ? De plus en plus, s'agissant des entreprises. Je rappelle que si on regarde des chiffres, par exemple, les montants investis dans la tech française ont doublé en 2 ans. Ils sont passés de 2,5 milliards d'euros en 2017, 5 milliards d'euros en 2019. On est cette année pour la première fois devant l'Allemagne en termes d'argent qui est investi dans nos startups. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, les montants investis dans les startups françaises sont de 4 milliards d'euros, alors qu'ils sont de 3,2 milliards d'euros en Allemagne. C'est la première fois que la France devient numéro 1 en Europe. Et donc, la dynamique est excellente. Maintenant, là où on est d'accord avec Nicolas Bouzou, évidemment, c'est que le sujet n'est presque plus d'avoir des licornes, c'est de faire émerger maintenant des très grandes entreprises du numérique qui valent 15, 20, 50, 100 milliards d'euros. Je pense que nous sommes en bonne voie, mais c'est une question d'écosystème et donc ça prend un peu de temps. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas Bouzou tout à l'heure, et j'ai eu l'occasion moi de m'exprimer sur Amazon, je pense que la question qu'on doit se poser n'est pas de savoir, oui, il y a un sujet de régulation des grandes entreprises du numérique, oui, il y a un sujet de taxation. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est de savoir comment nous, on fait émerger les Amazones, peut-être dans le e-commerce ou dans d'autres domaines, dans les mois et les années qui viennent. C'est comme ça qu'on résistera aux entreprises américaines, c'est comme ça qu'on tirera notre épingle du jeu, pas en mettant en place des régulations sur le e-commerce qui, honnêtement,
n'ont pas beaucoup de sens de manière transversale. Je veux dire, c'est pas Amazon qui force les Français à consommer sur Internet. C'est une tendance de société qui continuera, qui s'accentue avec le confinement, mais qui continuera, dans laquelle on a des acteurs extrêmement importants. Je rappelle que on a des Miracle, des VP, même Fnac Darty fait des très bons chiffres. Cdiscount, c'est à peu près la moitié d'Amazon en chiffre d'affaires sur Internet aujourd'hui. Donc on a des entreprises qui sont très performantes. La question qu'on doit se poser, c'est comment on fait en sorte que ces entreprises sont en position de concurrencer Amazon. Vous avez parlé de Symfony, donc ça me fait une transition toute tournée justement sur David Gurley. Alors David Gurley, vous êtes azuréen d'origine, vous êtes parti à Palo Alto pour créer Symfony, vous êtes revenu pour installer votre centre de R&D sur la Côte d'Azur. Vous partagez la vision du ministre sur finalement les États-Unis, c'est pas forcément le Graal, et il y a aussi en Europe et en France un écosystème, même si le terme peut paraître galvaudé d'écosystème, un environnement qui est favorable à l'émergence d'une tech qui soit en tout cas très dynamique et qui soit marque de compétitivité. Absolument. Je n'aurais pas fait ce pari on va dire, de délocaliser notre champ de recherche et développement à Nice, Sofia Antipolis si je ne croyais pas dans ce que monsieur le ministre nous a évoqué. Il y a clairement le talent, il y a les opportunités et surtout dans la région du Sud-Est, il y a une qualité de vie qui attire énormément d'individus et leurs familles afin de vivre et de travailler ici. Mais une autre chose que je voudrais ajouter à cette dimension, c'est la dimension que je vois à Symfony. Donc nous avons 130 employés maintenant à Symfony, à Sofia Antipolis. Il n'y a que 6 mois, on en avait 70, donc on a recruté plus de la moitié en fait durant le Covid. Et parmi ces 130 employés, nous avons 14 nationalités. Donc beaucoup de Français, mais aussi beaucoup d'Européens et même des Américains, d'autres pays aussi de l'Afrique, etc. Et en fait, c'est devenu non seulement un pôle de talent français, mais je dirais un pôle européen, même un pôle international de rencontres et de talents, que ce soit à travers les universités qui sont présentes, à travers la recherche qui est en train de se faire, à travers les employés qui veulent délocaliser leur travail et leur famille dans la région. Donc, cette attractivité qui est démontrée par la prise de position que nous avons vis-à-vis de l'Allemagne en attirant des investissements, en France, c'est aussi accompagné avec cette migration de talents vers la France, que je vois d'une manière très directe, d'une manière très évidente dans les statistiques de notre équipe. Même question du coup pour Ludovic Lemohan. Vous êtes aussi qualifié de licorne française. Vous avez le même environnement, vous êtes favorable à cet environnement français. Est-ce que les États-Unis, ce n'est pas forcément non plus la destination vers laquelle il faut aller? Parce qu'il y a quand même beaucoup dans les jeunes entreprises et les startups, cette volonté un jour d'aller aux États-Unis comme si c'était un signe de réussite. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu dépassé? Et on reviendra après sur le terme de licorne aussi. Non, nous, on est aux États-Unis aussi. Je dirais le siège est français et j'ai toujours voulu garder le siège en France parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt à essayer de se battre contre cette tendance qui dit on ne peut pas réussir autrement qu'aux US. Alors, je pense qu'effectivement, et ça dépend en fait, des marchés. Dans le mien, je pense qu'on pouvait rester en France pour pouvoir conquérir le monde. Maintenant, on est dans 72 pays, donc quelque part, ça n'empêche pas d'avoir un esprit conquérant. Mais en France, on trouve les talents qui vont bien. Par contre, on a parfois un manque d'ambition. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de partir vers la facilité. Et ça, je peux le comprendre. C'est vrai que le modèle de partir de France pour s'installer aux US et développer sa boîte là-bas, ça marche bien. Ça a été prouvé par maintes fois. Donc, c'est sûr que c'est quelque part en termes de chemin le plus simple. Il est là. Le rester en France, c'est essayer de faire un levier sur les talents qu'on a et aussi sur le fait qu'il faut qu'on montre un exemple. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de levée de fonds, etc. Tout a changé en l'espace de maintenant une bonne dizaine d'années. Mais ce qu'il faut quand même, c'est de rester dans une approche quand même souveraine. Parce que je pense que le risque de partir aux US, c'est d'avoir
peut-être le siège qui flippe et un actionnariat majoritairement américain ou voire demain asiatique, chinois, c'est la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un vrai sujet qui m'a toujours tenu à cœur et qui me tient encore à cœur. C'est comment développer des entreprises qui vont permettre demain de peser dans ce que j'appelle moi la dissuasion numérique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de dissuasion nucléaire, mais dissuasion numérique, demain, est-ce que on parle d'Amazon, tout à l'heure j'entends Nicolas Bouzou parler d'Amazon, etc., avec nos artisans, mais si Amazon prend 30% de la marge des artisans, à un moment donné, il faut quand même qu'on démontre aussi qu'on essaye d'amener un peu la technologie aussi au service de l'humanité. Donc on a, je pense, une culture où certes l'économie, les profits, le côté libéral, on ne peut pas complètement s'en abstraire, mais on doit quand même contrebalancer certaines tendances qui à l'exagération. Et je pense qu'en France, on a ce côté critique. C'est compliqué parfois à gérer, mais je pense que c'est salutaire pour moi si on veut créer, ou avec l'Europe, la France, un troisième pilier technologique et ne pas être dépendant de deux nations demain. Deux questions, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, un échange avec Frédéric Montagnon, qui connaît bien l'écosystème entrepreneurial d'innovation aux États-Unis, qui a déclaré il y a quelques jours en disant « Mais est-ce qu'on ne court pas derrière l'impossible, toujours derrière les GAFAM ou les BATX? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on ne porte pas suffisamment haut et fort la question de la blockchain ?» Justement, Frédéric, peut-être un mot là-dessus, puisqu'on parle de souveraineté. C'est votre sujet et c'est sur lequel vous passez beaucoup de temps en ce moment en tous les cas, à partager votre vision. Ouais, notre sujet, c'est la souveraineté. Alors, il y a plein de façons de réfléchir au sujet là qu'on est en train d'évoquer. On peut le réfléchir en tant qu'entrepreneur. Effectivement, il y a énormément de place à prendre dans l'écosystème français. Il y a beaucoup de valeur à créer. Donc, au titre d'entrepreneur, on peut se dire, voilà, on prend ces places-là. Si on raisonne un petit peu plus haut niveau et sur un sujet qui est pour le coup très cher à notre gouvernement, qui est celui de la souveraineté numérique, très honnêtement, il y a deux voies possibles. On peut se dire, on va essayer de courir après des Google, des Facebook, etc. et recréer de la technologie en France pour essayer de concurrencer ces boîtes-là. C'est possible, mais le problème, c'est que ça me semble être perdu d'avance. En tout cas, les 10 dernières années montrent que ça ne fonctionne pas, parce que d'une part, ces boîtes sont devenues beaucoup trop grosses, et elles ont un rayonnement mondial, donc une capacité d'innovation qui dépasse très largement ce qu'on est capable de faire en Europe. La deuxième raison, c'est parce qu'arrivé à un certain stade de maturité, nos entreprises deviennent américaines elles-mêmes. Donc on finance finalement, et ça me renvoie à une intervention de Bruno Le Maire devant le Sénat il y a un an sur le sujet de la souveraineté. Il mettait effectivement un petit drapeau rouge sur le sujet de on peut financer effectivement les boîtes, mais au bout d'un moment, elles vont devenir américaines elles-mêmes. Donc ça, c'est une façon d'essayer de régler le problème. Je pense que c'est bien de le faire. Il faut développer de la compétence et développer de l'emploi en France sur des sujets de pointe. C'est important de le faire. Maintenant, je pense qu'à terme, ça va pas fonctionner. Et dans une période qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, où on a une accélération exponentielle des usages du digital, on devient proprement dépendant de technologies américaines pour pouvoir travailler et communiquer. Il y a une autre voie que je vois, et là, pour le coup, je le prends en tant qu'entrepreneur, qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est que les cycles technologiques démarrent avec des ruptures technologiques, et on est sur une rupture technologique. Toute la tech qu'on connaît aujourd'hui, elle est fondée sur le même modèle qui est, on crée des sociétés qui bâtissent des empires autour de la donnée. Et plus ces entreprises avancent, plus elles protègent cette donnée, plus elles la monétisent, plus elles sont les seules à pouvoir la monétiser, et moins finalement les utilisateurs de ces plateformes ont un droit de regard et une compréhension de ce qu'elles peuvent en faire. Ce modèle-là, il me semble qu'il arrive un peu à sa limite parce qu'on est tous défiants par rapport à ça. Maintenant, le problème, c'est de développer l'alternative. Il se trouve que depuis maintenant 11 ans, il y a une vague technologique qui s'appelle celle de la blockchain, dont l'exemple le plus évident est celui de Bitcoin, qui montre qu'on peut arriver à créer des systèmes numériques dans lesquels on distribue la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire distribuer la gouvernance? C'est qu'aujourd'hui, Facebook, c'est une personne qui décide ce qu'on fait chez Facebook, c'est Mark Zuckerberg. C'est quand même fou de se dire que cette plateforme est gouvernée par une personne qui a la majorité des droits de vote. Et de manière un petit peu plus étendue, c'est un petit groupe de personnes qui représentent des actionnaires, c'est tout. Donc il n'y a pas d'utilisateurs dans le circuit de décision, il n'y a pas les clients de Facebook non plus dans le circuit de décision. Donc c'est vraiment une plateforme qui décide pour le marché. Dans l'univers de la blockchain, on crée les conditions pour que les utilisateurs directs de ces plateformes soient capables de décider des orientations technologiques et des choix économiques qui sont faits à l'intérieur de ces systèmes. Et on peut réinventer finalement tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui en imaginant qu'il n'y a plus une centralisation des pouvoirs,
que ces pouvoirs soient bien dans les mains des utilisateurs et recréer un système beaucoup plus équilibré. Et pourquoi est-ce que ça répond à une problématique de gouvernance et de souveraineté numérique? C'est parce qu'on peut effectivement vouloir tous, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, récupérer un petit peu de pouvoir, mais franchement on n'y arrivera pas, ou alors ce sera vraiment à la marge, ou on peut se dire, on crée des systèmes qui ne peuvent pas, sur lesquels les États et des petits groupes d'individus ne peuvent pas avoir d'emprise. Et on crée quelque chose qui va être finalement aux mains de ces utilisateurs. Et je pense que là, on a une carte à jouer qui est très importante, parce que cette rupture technologique existe, elle est prête à être adoptée aujourd'hui par des entrepreneurs, par des gens qui développent de la technologie. Il faut maintenant la pousser pour justement recréer un socle finalement qui est celui de l'Internet, pour redécentraliser cet Internet qui ne devait pas être centralisé, qui l'a été, mais dans les bonnes conditions. Pour vous, Frédéric, donc retrouver de la souveraineté, c'est mettre au cœur la stratégie pour l'Europe et pour la France la question de la blockchain. Alors blockchain, oui, c'est un terme qui est un peu galvaudé, donc je me concentre sur faire en sorte de créer des systèmes d'information dont la gouvernance, c'est-à-dire les choix des orientations stratégiques, ne soient pas dans un petit nombre de mains. Avant de faire réagir Cédrico, peut-être un mot, Nicolas Bouzou, vous souhaitiez réagir justement quand Frédéric a parlé de rupture technologique et de nouvelles opportunités. Oui, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Au fond, il faut se désobséder des GAFA. Ce sont des entreprises, comme je le disais, qui fonctionnent avec des rendements croissants, donc de toute façon, on ne pourra pas les rattraper. Mais notre chance, c'est qu'en effet, comme vous l'avez dit, on a un rythme de ce que les économistes appellent, pardonnez-moi pour l'expression, mais un rythme de destruction créatrice, un rythme d'innovation qui est très, très rapide. Ça veut dire que les rentes technologiques, elles peuvent être assez rapidement remises en cause, et donc on a tout le temps des portes d'entrée dans l'innovation qui s'ouvre. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Ça veut dire, au fond, qu'il faut mener, peut-être au niveau européen, on le fait d'ailleurs, des politiques qui sont assez globales. Il y a vraiment un sujet sur lequel on a formidablement avancé, je trouve, et le ministre l'a rappelé, c'est celui du financement de l'innovation, des levées de fonds. Là, on voit bien qu'on est vraiment en train progressivement de résoudre ce problème. Donc ça, c'est formidable. Il y a un autre sujet sur lequel on avance, mais pour le coup pas assez vite, c'est celui du marché unique européen. C'est-à-dire que beaucoup de start-up qui sont créées aux États-Unis ou en Chine disent, mais nous, ce qui est formidable, c'est que des investissements très capitalistiques, on peut les amortir sur un marché qui est large. Vous, en Europe, en théorie, vous auriez un marché qui est relativement large, mais il n'est pas encore parfaitement homogène, et donc la vérité, c'est qu'il y a 27 marchés. Donc vous voyez, je crois qu'on a encore des marges pour faire progresser nos politiques publiques, en se disant bien que ça ne peut pas être le discours officiel, moi je peux le dire, mais que rattraper les GAFA, c'est mort, tant pis, voilà, c'est comme ça. Mais il faut vraiment se tenir prêt, parce que des opportunités technologiques, il y en aura plein, la blockchain, ce que fait l'Europe sur les ordinateurs quantiques, je ne sais pas si ça peut marcher, mais c'est formidable en tout cas. C'est vraiment des trucs qu'il faut tenter, parce que là, on a encore des possibilités de prendre le leadership. Cédrico, monsieur le ministre. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Je vais commencer par le point. Je suis entièrement d'accord avec Frédéric Montagnon et Nicolas Bouzou sur la désobsession des GAFA. Je l'ai d'ailleurs dit au sujet d'Amazon exactement dans ces termes hier. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on dit quand on dit rattraper les GAFA. Je veux dire, quand on nous demande quand est-ce que vous faites un Google français, quand est-ce que vous faites un Amazon français, ou quand est-ce que vous faites, j'en sais rien, un Facebook français, je ne pense pas que ce soit la bonne question. Je ne pense pas que le sujet soit que c'est l'État qui va décider quels vont être et dans quel domaine vont être les futurs champions français. Et donc, moi, je ne suis pas un obsédé GAFA dans le sens où je pense que le sujet, et là je suis totalement d'accord avec Frédéric Montagnon, c'est pas d'essayer de rejouer un match dont une partie des 7 ont déjà été joués. Il y en a qui vont le tenter, et tant mieux. Et honnêtement, si demain un entrepreneur français se lance et réussit à créer un concurrent d'Amazon, ou quand on regarde Miracle d'ailleurs, d'aller attaquer le sujet par des biais différents, très bien. Et je pense que le fond du sujet, c'est qu'en fait, il faut mener les batailles qui sont devant nous. Nicolas Bouzou évoquait le quantique, on peut évoquer la blockchain qu'évoquait Frédéric Montagnon, on peut évoquer la cyber, il y a des sujets hors numérique dans les biotech, etc., etc. Et c'est là, je pense qu'effectivement, compte tenu de l'accélération des ruptures technologiques et de l'accélération de la destruction créatrice, c'est là qu'il faut jouer. Et c'est là d'ailleurs que nous, on veut jouer. C'est pour ça que dans les semaines qui viennent,
Alors, la crise du Covid a un peu décalé les choses, mais on annoncera un certain nombre de choses à la fois dans le quantique et dans la cyber, par exemple. On a déjà fait un certain nombre de choses dans la blockchain, parce qu'on veut pouvoir jouer les batailles qui sont à venir. On a un peu tendance en France à regarder les batailles de derrière pour essayer de re-réguler ce qu'on n'a pas réussi à jouer de manière compétitive. Non, il faut jouer les batailles à venir. Là où je ne suis pas d'accord avec Frédéric Montagnon, c'est sur les entreprises qui deviennent américaines. Vous regardez, ça vaut ce que ça vaut, hein, le Next 40. Donc, selon un certain biais, 40 des plus belles licornes start-up françaises. Elles ont toutes, quasiment, un investisseur américain parmi les plus gros du monde, que ce soit NEA, Insight, etc., qui sont à leur capital. Il y a 5 ans, les mêmes investisseurs américains, quand ils prenaient une participation, ils leur disaient du coup, vous allez déménager le siège social. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous prenez l'exemple de Snowflakes ou Datadog, qui sont donc pas des licornes, parce que ça vaut entre 20 et 70 milliards d'euros à la bourse de New York. C'est des fondateurs français, qui sont partis aux États-Unis pour fonder leur entreprise ou qui ont délocalisé le siège social. Ce qu'ils ont dit officiellement dans les médias américains, c'est aujourd'hui, je ne partirai plus de France. J'ai plus besoin de laisser mon siège en France. Ce qui ne veut pas dire que quand on crée une entreprise en France, il ne faut pas attaquer le marché américain. Ça, c'est absolument indispensable. Il faut faire des boîtes internationales, il faut faire des champions internationaux. Donc, il faut attaquer le marché américain. Mais le phénomène, il y aura quelques rachats de nos très belles startups par des entreprises américaines. Ça fait partie de la vie, c'est bien, ça alimente la croissance de l'écosystème de financement. Mais ce n'est pas vrai que les entreprises partent... plus vrai, que les entreprises ont besoin de se délocaliser aux États-Unis. Les investisseurs américains considèrent l'écosystème numérique français suffisamment mature maintenant pour les laisser. Dernier élément, c'est sur le marché unique européen. Oui, là, Nicolas Bouzou a absolument raison. C'est-à-dire que la valeur des entreprises est très corrélée à la taille de leur marché domestique. Il y a des progrès qui se font. Honnêtement, les choses s'accélèrent, ce n'est jamais assez. Il faut bien prendre en compte que, en fait, une entreprise du numérique, elle n'évolue pas sur un marché unique du numérique. Doctolib, son marché, c'est le marché de la santé. Open Classroom, son marché, c'est le marché de l'éducation. D'autres marchés, ça va être le marché des transports. Et donc, le marché unique européen existera pour Doctolib quand le marché unique de la santé existera. Or, ce n'est pas demain la veille que ça existera. Donc, on continue à accélérer sur les questions de financement, sur les questions de capitaux. Il faut qu'on accélère sur les questions de fiscalité. Mais si on dit la réalité des choses, c'est pour ça qu'il faut toujours, comme le disait Ludovic tout à l'heure, oui, il faut que les entrepreneurs français, en laissant leur substance moelle, leur siège, leur R&D et une partie de leurs emplois en France, continuent à aller attaquer le marché américain parce que ça restera encore longtemps un horizon indépassable si on veut faire des champions internationaux. Marché américain comme le marché chinois, même si le marché chinois, c'est un peu plus... Monsieur le ministre, c'est le moment justement pour dévoiler une bonne surprise. Ça fait 3 ans, c'est un petit peu une arlésienne et vous le savez, vous avez vu ce dossier à la fois quand vous étiez à l'Élysée. Ça fait depuis de nombreuses années que les Français imaginaient ou rêvaient faire venir le CES en Europe, ce qui est certainement peut-être dans un monde un peu différent et nouveau était peut-être inaccessible parce que le CES finalement doit rester à Las Vegas ou en Asie. Mais finalement, depuis maintenant 2 ans, avec le soutien du président de la République, qui avait l'idée de faire venir l'événement annuel en France, parce que c'est important qu'il se déroule en France, qui sera l'événement Unicorns World Summit. La France était candidate, la France a été retenue, et vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres aussi qui montrent la dynamique française a conforté que c'était peut-être la France qui devait accueillir ce grand événement avec les 300 dirigeants mondiaux des licornes. Et on peut annoncer en direct aujourd'hui que cet événement aura lieu maintenant chaque année. La première édition se tiendra du 6 au 9 octobre à Nice. J'allais dire, Monsieur le ministre, on espère qu'on sera dans un monde différent et nouveau où on ne parlera plus de pandémie, où Ludovic Lemohan sera présent, mais également, bien sûr, David Gurlé et toutes les licornes. Pourquoi, Cédrico, cet événement qui aura un rôle qui est celui de pouvoir mobiliser les dirigeants des licornes sur l'engagement de la transition écologique et la transition sociale, en quoi c'est une victoire pour la France et pour l'Europe que cet événement se tiendra à Nice? Non, je pense que c'est extrêmement important. Donc je vais en profiter pour féliciter la ville de Nice, remercier la tribune également pour avoir participé à cette dynamique et aux discussions avec Gary Shapiro du CES. Je pense que notre ambition commune, ce ne doit pas être de faire des entreprises ou nos petites licornes nationales. Si on veut être plus souverain, si on veut que la France soit vraiment à la hauteur des enjeux à venir, il faut qu'on soit internationaux. On doit réinscrire la France
dans le paysage mondial de la tech, et c'est ce que le président essaye de faire, pousse énormément depuis 3 ans, c'est ce que nous sommes en train de réussir, et réinscrire la France dans le paysage mondial de la tech. Ça veut dire faire les réformes, etc. Ça veut dire faire émerger des champions, mais ça veut dire aussi accueillir des événements internationaux de rayonnement mondial qui font en sorte que, voilà, on inscrit la France et que quand on pense tech, on pense évidemment aux États-Unis, on pense Chine, mais aussi on pense France. Et donc le fait qu'on puisse accueillir cet événement de rayonnement international qui va venir en plus déjà du salon Vivatech que nous avons déjà et qui a déjà un très beau rayonnement, et que là on se focus sur cette question des licornes, donc peut-être des GAFA de demain. Je pense que c'est une excellente nouvelle, et je veux vraiment me féliciter par ailleurs que ça se tienne à Nice. Je trouve ça très symbolique et vraiment une extrêmement bonne nouvelle que ça ne se tienne pas à Paris. On voit de plus en plus de champions européens, enfin français et européens, émerger ou s'implanter à Nice, à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, etc., etc. Et je trouve ça extrêmement symbolique dans ce qu'est aujourd'hui le numérique. Le numérique est le secteur qui crée le plus d'emplois dans notre pays et il en crée partout en France, à Paris comme en région. Et je veux encore une fois féliciter la ville de Nice pour cette excellente nouvelle. Anthony Boré, justement, premier adjoint au maire de la ville de Nice, souhaitait vous remercier. Va dire un mot parce que c'est vrai que cette nouvelle fait du bien dans une actualité qui a été quand même difficile pour tous les Niçois. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci, monsieur le ministre, effectivement, d'avoir contribué à ce choix de Nice au nom de Christian Estrosi, au nom de l'ensemble des Niçois. C'est une nouvelle qui fait du bien dans ce contexte difficile. Christian Estrosi a eu l'occasion, et je remercie aussi Jean-Christophe Tortora et la tribune, et Laurence pour l'organisation de cette journée, a eu l'occasion de développer les multiples arguments qui font que c'est le bon choix. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est que je veux peut-être en souligner 2. Le premier, c'est que, bien entendu, nous accueillons régulièrement, de par notre situation géographique et notre plateforme aéroportuaire, nos amis américains et chinois, et donc nous saurons les accueillir dignement et nous montrer dignes de la France, puisque c'est au nom de la France, au fond, que nous les recevons, mais aussi parce que nous sommes sur un territoire où nous ne cherchons pas à sélectionner, à trier entre les uns et les autres, entre les activités économiques. Je crois que vous avez parfaitement résumé, au fond, les enjeux de ce débat. Est-ce que les techs peuvent sauver le monde ? Je pense que c'est un peu prétentieux. En tout cas, elles peuvent contribuer à changer le monde, à condition, encore une fois, qu'on n'oppose pas les uns et les autres, les petits commerçants aux plateformes et aux géants du numérique. Et donc, tout le travail que nous faisons ici, c'est de pouvoir accueillir les uns et les autres, de travailler sur le tourisme d'un côté, sur l'industrie de l'autre, sur les nouvelles technologies, d'accueillir à la fois des startups, des grands groupes et des PME. Et je crois que quand on veut être innovant, comme l'est Christian Estrosi, quand on veut bien entendu participer à cette compétition européenne et même mondiale, eh bien, il faut apporter un écosystème favorable. C'est ce à quoi nous nous employons tous les jours. On voit bien que les nouvelles technologies sont à chaque crise, et je suis bien placé pour en parler. En tant que premier adjoint en charge de la sécurité, j'ai eu à gérer un certain nombre de crises ces derniers mois et ces dernières années. À chaque crise, les nouvelles technologies nous sont utiles. Elles nous sont utiles et dans le même temps, chaque crise fait qu'il y a un moment de résilience. Nous sommes pleinement dedans concernant l'attentat et nos 3 victimes de la basilique Notre-Dame. Et dans le même temps, à chaque fois, il y a un rebond. Il y a un rebond, nous en sortons plus forts. Nous en sortons plus forts aussi parce que nous nous réinventons. Et je veux, moi aussi, voir dans chacune de ces crises la possibilité de rebondir et de faire en sorte que nous soyons encore plus forts dans tous ces domaines. Et ce congrès, ce sommet que nous allons organiser dignement l'année prochaine nous permettra de rebondir. Et donc je voulais vous en remercier, Monsieur le Ministre, à travers vous, le Président de la République, et tous ceux qui ont contribué à cette décision. Merci Anthony Boré. Merci Cédrico, merci à tous nos intervenants sur cette bonne touche. Est-ce que la tech sauvera-t-elle le monde? En tout cas, elle peut nous aider à faire face à ces nombreuses crises, à nous donner bien du courage, bien sûr, à tous les Niçois et puis à tous les internautes et les lecteurs de la tribune. Merci Cédrico, merci à tous nos invités. Je pense à Ludovic Lemond qui était avec nous, David Gurlet, merci à Frédéric Montagnon, Nicolas Bouzou, encore merci à Anthony Boré d'être avec nous pour conclure cette matinée économique qui avait démarré ce matin à 9h avec Christian Estrosi. Et merci à Laurence Bottero. À très bientôt pour une nouvelle matinale économique sur latribune.fr.